can't handle the truth. Mr. Speaker, the President of the United States. What is notable right now as I'm watching the president, look at this, Al Green, Congressman Al Green holding up a sign. I believe I'm looking at it right now. It said something in reference to apes. Black people are not apes, in reference to that post that the president had on his social media account, a racist post that was offensive. That clearly a sign of protest there. Also notable as the president's making his way down toward the Supreme Court justices, David, is some Democrats didn't even bother to turn around as the president entered the House chamber tonight, and Democratic leadership, notably Hakeem Jeffries, was seated. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Well, thank you very much, everybody. It's Merci à really tous. an honor. Speaker C'est Johnson, un grand honneur. Vice President Monsieur le Vance, Président, Monsieur le Vice-président First Lady of Vance, the United States, Madame la Première Dame des États-Unis, members of Congress, Mesdames and et Messieurs my les fellow membres Americans. du Congrès, Our mes chers nation is compatriotes, back. Bigger, better, notre richer, pays and est de retour, stronger plus than fort, ever plus riche before. que jamais. Less than 5 months from now, our country will celebrate an epic Dans moins de 5 milestone in mois, American history. nous allons célébrer un jalon historique de notre histoire, le 250e anniversaire de la fondation de This July 4th, we will mark le 250e 2.5 anniversaire de notre centuries of nation. liberty and triumph, progress 250 and ans de freedom in liberté, the de most progrès, incredible and exceptional nation ever to une nation exist on the face exceptionnelle, of the earth. la And plus exceptionnelle we've de seen l'histoire de nothing yet. l'humanité. We're gonna do better and Et vous better n'avez and encore better. rien vu. This is the golden age of Nous allons America. faire de mieux en mieux. C'est véritablement l'âge d'or de l'Amérique. And we will never go back to where we were just a very Et short nous time ago. We're not going N'allons back. jamais nous laisser retomber Today, là où our nous en border is étions. secure. Notre frontière est sûre. Thank you. Black people aren't apes. Depuis en 4 ans, l'administration précédente n'a fait entrer que 1 000 milliards de dollars aux États-Unis. En 12 mois, nous avons reçu des engagements à hauteur de 18 000 milliards en provenance du monde entier pour investir dans notre pays. Nous avons mis fin aux politiques de diversité et d'inclusion aux États-Unis. Mesdames et Messieurs les membres du Congrès,
L'état de notre union, l'état de notre pays est excellent, il est fort. Notre pays est de nouveau en train de gagner et nous ne savons même plus quoi faire de tout ce que nous gagnons. Les gens me disent, Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est trop de victoires. Nous n'avons pas l'habitude de gagner autant. Jusqu'à vous, nous étions habitués à perdre, mais avec vous, on gagne. Et je leur dis, non, non, vous allez gagner de plus en plus. Et pour le prouver ce soir, il y a un groupe de vainqueurs qui a rendu tout le pays très fier. L'équipe masculine de hockey sur glace qui vient de remporter la médaille d'or des Jeux Olympiques. Go ahead. That's the first time I've ever seen them get up. C'est la première fois que les démocrates se lèvent. And actually, not all of them did get up. Même pas tous, même pas tous les démocrates. Ils ont battu dans le temps additionnel une excellente équipe canadienne. Et bientôt, j'accueillerai aussi l'équipe féminine à la Maison-Blanche. De 1776 à aujourd'hui, chaque génération d'Américains a fait front pour défendre la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. C'est ce que l'on va faire pour la prochaine génération. C'est notre tour de le faire. Nous construisons une nation où chaque enfant a la possibilité d'aller toujours plus loin, plus haut, où la réponse du gouvernement, où le gouvernement est tenu de rendre des comptes à la population, où les droits, les intérêts des citoyens sont notre priorité absolue. Voilà la dette que nous devons aux héros qui nous ont précédés. C'est la promesse que nous devons tenir pour les États-Unis pour ce 250e anniversaire. L'année dernière, j'ai encouragé ce congrès à lancer cette mission en votant la plus grande coupe réduction d'impôts de l'histoire et la majorité républicaine a été au rendez-vous. Merci beaucoup. Tous les démocrates, chacun de ces démocrates a voté contre cette loi très importante et nécessaire, cette réduction d'impôts importante et nécessaire. Ils voulaient une augmentation générale des impôts. Mais nous avons tenu bon. Et grâce à cette grande, belle loi, eh bien, il n'y a plus d'impôts sur les heures supplémentaires, sur les pourboires et sur les aides sociales.
L'une des principales raisons pour lesquelles notre pays a un si beau tournant économique, le plus grand tournant économique avec le Dow Jones qui a battu les 50 000 avec beaucoup d'avance et le S&P à 7 000. Alors, il n'était pas censé atteindre ce niveau avant plusieurs années. Eh bien, la principale raison, c'était les droits de douane. J'ai utilisé ces droits de douane. Nous avons gagné des centaines de millions de dollars grâce à ça pour passer de très bons accords économiques et autres pour notre pays. Tout fonctionnait très très bien. Les pays qui nous arnaquaient depuis des décennies à présent nous payent des centaines de milliards de dollars. Ils nous ont arnaqués pendant très longtemps, tout le monde le sait, même les démocrates le savent, ils ne souhaitent tout simplement pas le dire. Et pourtant, ces pays, aujourd'hui, font la fête. Et nous sommes heureux également parce que nous avons conclu des accords, les accords sont conclus, mais ces pays sont heureux. Bon, ils ne gagnent pas autant d'argent qu'avant, on gagne beaucoup d'argent, nous. Il n'y a pas d'inflation, il y a de la croissance et 22 prix Nobel et experts économiques se sont trompés. Et il y a 4 jours, malheureusement, une triste décision de la Cour suprême est arrivée, une décision très malheureuse. Mais la plupart des pays et des entreprises souhaitent conserver les accords qui ont été signés malgré ce verdict, sachant que le pouvoir juridique que j'ai en tant que président fait que je pourrais conclure un nouvel accord qui serait moins bon pour eux. Et donc, ils vont continuer à travailler sur la base de notre accord précédent, avant l'implication malheureuse de la Cour suprême. Donc, malgré ce verdict malheureux, eh bien, ces pays très puissants vont continuer à nous donner beaucoup d'argent. Nous allons pouvoir continuer à protéger la paix. J'ai réglé beaucoup de paix grâce à la menace des droits de douane. Je n'aurais peut-être pas été en mesure de faire taire ces guerres. Les droits de douane vont rester en place jusqu'à ce que nous vérifions les traités sont un peu complexes, mais nous allons trouver une solution qui sera encore plus solide qu'auparavant. Une action du Congrès ne sera pas nécessaire, nous avons déjà tout testé, tout approuvé, et je pense que les droits de douane payés par les pays étrangers vont, comme par le passé, largement remplacer les systèmes modernes d'impôt sur le revenu, ce qui va alléger le fardeau financier qui pèse sur les épaules de celles et ceux que j'aime tant. Pendant des décennies avant mon arrivée, c'était l'inverse. Du commerce à la santé, à l'énergie, en passant par l'immigration, tous les secteurs étaient dans une impasse. Et les personnes qui travaillent dur pour rendre la grandeur à notre pays, qui font fonctionner notre pays, étaient bafouées sous Biden et ses partenaires corrompus au Congrès et au-delà. Eh bien, nous avons atteint un point de non-retour avec une frontière ouverte pour tout le monde, une arnaque écologique et des migrants ont envahi notre pays. Ils venaient des prisons, ils venaient des hôpitaux psychiatriques, c'était des assassins. Plus de 11 000 meurtriers qui sont arrivés dans notre pays à cause de Biden. Et il y avait une inflation débridée qui a coûté à une famille moyenne 34 000 dollars. Ces mêmes personnes dans cette Chambre qui ont voté pour ces lois catastrophiques commencent à parler à présent de pouvoir d'achat. Ils parlent de pouvoir d'achat. Ils savent très bien que c'est à cause d'eux qu'il y a eu une augmentation des prix. Une augmentation des prix, c'est vous qui avez fait augmenter les prix. Vous êtes responsable de cette augmentation des prix. Pendant ma première année de mon second mandat, ça devrait être mon troisième mandat d'ailleurs, mais bon, il y a des choses étranges qui se sont passées. Depuis une arrivée au pouvoir, le solde des REER est de 30 000 $ de plus en moyenne. Donc, des millions de gens
Grâce au marché boursier qui fracasse les records, les REER sont en hausse aussi. Et la moitié de tous les Américains n'ont pas d'accès à un régime de retraite avec des contributions d'un employeur. Donc, pour réparer cette disparité, j'annonce que l'année prochaine, mon gouvernement va offrir à ces travailleurs oubliés, des gens qui ont bâti notre pays, l'accès au même genre de régime de retraite qui est offert à chaque fonctionnaire fédéral. Nous allons offrir jusqu'à 1 000 $ par année de fonds de contrepartie pour nous assurer que tous les Américains puissent profiter de marchés boursiers à la hausse. Donc, assurons-nous que les congressistes ne puissent pas profiter de façon corrompue d'utiliser des renseignements privilégiés pour jouer sur les valeurs boursières et s'enrichir au prix des Américains moyens. Ils se sont levés pour cela, je n'y crois même pas. Je ne le crois pas. Est-ce que Nancy Pelosi se serait levée s'il était là? Je le doute. Faites adopter la loi pour bloquer les transactions d'initiés pour les congressistes. Et faites adopter cette loi rapidement. Je ne savais pas si les démocrates allaient applaudir, mais j'étais vraiment impressionné qu'on mette fin au délit d'initié. Quand il est question de la corruption, c'est en train d'être un pillage de l'Amérique. L'exemple le plus frappant, c'est le Minnesota, où les membres de la communauté somalienne ont pillé pour 19 milliards de dollars du contribuable. On a tous les renseignements, on a toutes les preuves. Et en fait, le chiffre est beaucoup plus élevé. Et la Californie, le Massachusetts, le Maine et bien d'autres États sont encore en pire état. C'est le genre de corruption qui déchire le tissu social. Et nous travaillons à repriser ce tissu social. Donc, on a un programme qui a commencé il y a 4 mois. J'annonce officiellement la guerre contre la fraude sous l'égide de notre vice-président merveilleux, J.D. Vance. Il va réussir. Si nous pouvons travailler assez de ces gaspillages par fraude, nous aurons à avoir un budget équilibré très rapidement. C'est de cet ordre-là quand on pense aux montants fraudés. Les pirates somaliens qui ont volé le Minnesota nous rappellent qu'il y a des grands pans du monde où la corruption, les pots de vin et les hors-la-loi sont la norme et pas l'exception. Importer ces cultures par une immigration sans restreinte, sans contrainte, nous amène des problèmes ici aux États-Unis. Et c'est le peuple américain qui en paie le prix avec des taux d'assurance pour les autos plus élevés, des loyers plus élevés. Le pire, c'est la criminalité. Nous allons nous occuper de ce problème. Nous n'allons pas nommer des noms. On ne peut oublier que beaucoup de gens présents dans la salle ici ce soir n'ont pas uniquement permis à cette invasion frontalière avant mon arrivée, mais en fait, ils recommenceraient s'ils avaient l'occasion. S'ils se font élire, ils vont rouvrir nos frontières aux pires criminels du monde entier. La seule chose qui nous protège maintenant, c'est le président Donald J. Trump et nos patriotes républicains au Congrès. Merci. Et ce qui est bien avec l'État de l'Union, c'est comment elle offre aux Américains l'occasion de bien voir ce que leurs représentants croient vraiment. Donc ce soir, j'invite chaque parlementaire de se joindre à mon administration pour réaffirmer un principe fondamental. Si vous êtes d'accord avec cette déclaration, alors levez-vous et montrez votre soutien. Donc, le premier devoir du gouvernement américain, c'est de protéger les citoyens américains et non pas les sans-papiers.
Quelle honte! Honte à vous. Vous devriez être debout. Honte à vous. C'est pourquoi je vous demande également de mettre fin aux cités, aux villes sanctuaires qui protègent les criminels. Et je vous demande de sanctionner les fonctionnaires et les élus qui bloquent ces politiques. Des gens qui protègent des meurtriers de notre pays, ils nous bloquent et ils nous empêchent d'expulser ces gens hors de notre pays. Honte à vous. Et peut-être la chose la plus importante, je vous demande d'approuver le Save America Act. Afin d'empêcher les clandestins et autres, afin de les empêcher de voter dans nos élections sacrées. La fraude est rampante. C'est simple. Chaque électeur doit avoir une carte d'électeur. Tous les électeurs doivent montrer qu'ils sont des citoyens américains pour pouvoir voter. Plus de votes par correspondance pipés, sauf pour cause de voyage ou en cas de poste dans l'armée à l'étranger. Je pense que ça devrait être facile. 89% des gens sont pour, y compris les démocrates. Et la raison pour laquelle il entrave le processus, pourquoi on ne voudrait pas imposer la carte d'identité? La seule raison, c'est parce qu'ils veulent tricher. Il y a plein d'excuses, n'est-ce pas? Ils disent que c'est raciste, c'est ci, c'est cela. Ils inventent vraiment, c'est dans l'imagination la plus dévergondée. Ils trichent, ils veulent tricher. Leur politique est tellement impopulaire que leur seule façon de gagner lors des élections, c'est de tricher. On doit mettre fin à cela. Et voici une autre occasion de montrer du gros bon sens au gouvernement. Dans la tribune publique, il y a Sage Blair et sa mère Michelle. En 2021, Sage avait 14 ans. Elle était en Virginie et les responsables voulaient la traiter comme un garçon et le cacher de ses propres parents. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Et avec le temps, une pauvre Sage, un peu perdue et confuse, a fugué après qu'on l'ait trouvée au Maryland. Un juge de la gauche a refusé de retourner Sage vers ses parents car ils n'ont pas déclaré immédiatement que leur fille était en fait leur fils. Sage s'est retrouvée dans un foyer d'accueil pour garçons. Il a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, tout cela, c'est du passé parce que Sage est une jeune femme fière avec une bourse Fulbright pour l'université. Michelle et Sage, relevez-vous, s'il vous plaît. Merci de votre courage. Et qui pourrait croire qu'on parle même de tel sujet? Il y a 15 ans, si quelqu'un était ici en train de dire ça, il dirait
Mais qu'est-ce qu'il y a? Et ça va pas à la tête. Maintenant, on est obligé d'en parler parce qu'on le voit dans bien des États. Ils ne disent même pas aux parents ce qui se passe à l'école. Mais assurément, on peut tous être d'accord qu'aucun État ne peut arracher des enfants aux bras de leurs parents et vraiment opérer cette transition vers un autre genre sans même en parler aux parents. Il faut l'interdire, et il faut l'interdire sur le champ. Personne qui se lève. Ces gens-là sont fous, je vous le dis. C'est insensé. C'est incroyable. Vraiment. On est chanceux d'avoir un pays avec des gens comme ça. Les démocrates sont en train de détruire notre pays, mais on a mis fin à leur politique destructrice et juste à temps. Il s'en fallut de peu. Nous rétablissons la sécurité pour les Américains chez nous et nous rétablissons également la sécurité pour les Américains à l'étranger. Notre pays n'a jamais été plus fort, mais lors de mes premiers 10 mois, j'ai mis fin à 10 guerres, y inclus le Cambodge. C'est drôle un peu quand on y pense, hein? C'est des gens malades. Le Cambodge et la Thaïlande, le Pakistan et l'Inde. Ça aurait été une guerre nucléaire. 35 millions de personnes en danger. Et là, je cite le président du Pakistan. Le Kosovo, la Serbie, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le Congo et le Rwanda, et bien sûr, la guerre à Gaza qui continue, c'est presque terminé. J'aimerais remercier Steve Woodcock et Jared Kushner de votre aide. Merci Jared, merci Steve. J'aimerais également remercier l'homme qui est responsable d'eux, le secrétaire d'État, Marco Rubio. Merci, Marco. Les gens vous aiment. Marco a eu 100% des voix lors de sa confirmation. Je pense que le prochain, c'était à 54%. Et là, les démocrates disent, je n'arrive pas à croire qu'on a approuvé cette candidature. Il a dit, c'est un honneur qu'ils aient cette impression. Vous avez vraiment fait un travail remarquable comme secrétaire d'État. Je crois qu'il va s'inscrire dans les pages de l'histoire comme un des meilleurs secrétaires d'État de la nation, sinon le meilleur. Chaque militaire a reçu un montant de 1 776 $ comme dividende militaire. On a obtenu cet argent grâce aux tarifs, bien sûr. Il faudra reprendre le programme de tarifs. Donc, c'était 1 775 $. Il voulait mon approbation. Et moi, j'ai dit, c'est quoi le chiffre, 1 775? J'ai dit, attendez, pour $1 de plus, on pourra avoir 1 776, non? J'ai jamais demandé si on pouvait se le permettre, $1 de plus, pour que ça fasse 1 776, la date historique. Et je vais vous dire, nos militaires, il y a 4 mois, je n'ai pas encore rencontré un militaire qui ne m'ait pas remercié pour cette décision. Donc, un chèque de 1 776 qui est envoyé à nos militaires. On adore nos forces de l'ordre, nos militaires, nos pompiers aussi. On parle pas assez des pompiers, on adore nos pompiers.
Nous rétablissons également la domination, la sécurité américaine dans l'hémisphère occidental pour défendre notre pays et la sécurité des stupéfiants, de l'ingérence étrangère. Pendant des années, des grands pans de notre territoire, y inclus des grandes parties du Mexique, également de grands pans du territoire mexicain, ont été contrôlés par les cartels meurtriers des stupéfiants. C'est pourquoi j'ai désigné ces cartels comme des organisations terroristes étrangères et j'ai déclaré que le fentanyl illégal comme arme de destruction massive. Et avec notre nouvelle campagne militaire, on a mis fin à cet afflux de stupéfiants. C'est presque complètement arrêté par voie maritime. Je pense que vous l'aurez compris et observé. On a aussi fait un peu de tort à leur industrie de la pêche. Il n'y a plus personne qui part en mer pour pêcher. On a aussi éliminé un des caïds les plus importants, n'est-ce pas? Hier, on l'aura vu. En janvier, des guerriers américains ont vraiment été responsables d'une mission très complexe, une opération éclair. Il y a des chefs d'État étrangers, je ne vous donnerai pas de nom, qui m'ont dit « C'est impressionnant comme opération ». Ce n'est plus les mêmes militaires qu'avant. Je suis vraiment très fier de nos militaires. Et les forces armées américaines ont détruit les défenses et non seulement ont-ils eu gain de cause contre des militaires, mais on a mis fin à ce règne d'un dictateur que M. Maduro tenait. Et c'était une victoire colossale pour la sécurité des États-Unis. Et cela ouvre une nouvelle aube pour le peuple vénézuélien. Nous travaillons en étroite collaboration avec le nouveau président, Delcy Rodriguez, la nouvelle présidente, pour qu'on puisse impulser le développement économique et amener de nouveaux espoirs à ceux qui ont tellement souffert sous Maduro. Il y avait beaucoup de héros lors de ce raid visant à capturer Maduro. C'était vraiment très dangereux. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ils se sont pratiqués. Mais les faits d'armes d'un guerrier de ce soir-là vont s'inscrire dans les pages de l'histoire du courage militaire. Le sous-officier 5, Eric Slover, a planifié la mission et était vraiment le chef de mission dans le premier hélicoptère. Un hélicoptère puissant, un Chinook massif qui portait à son bord beaucoup de soldats américains avec leurs pièces d'identité qui avaient été baignées avec de l'eau bénite avant. Elle savait que la mission allait être difficile. Et donc, sous le couvert de la nuit, ils ont descendu rapidement sur la forteresse lourdement défendue de M. Maduro, protégée par des milliers de soldats et avec des militaires vénézuéliens et la technologie militaire chinoise et russe. Ça n'a pas tellement fonctionné, n'est-ce pas? Et ils ont essuyé des tirs de mitrailleuses au moment d'atterrir et il a été atteint à la jambe et une balle après l'autre percutait son corps. Il a eu 4 blessures. Sa jambe a été déchirée en lambeaux. Et pourtant, malgré le fait qu'il n'avait plus l'usage de ses jambes et que c'est essentiel pour voler un hélicoptère, pour piloter un hélicoptère, pour livrer tous ces commandos qui attendaient le début de la mission. Eric ne pensait qu'à cela. Et ensuite, à mesure qu'il saignait et qu'il descendait dans l'allée, l'hélicoptère s'est posé et avec une mitrailleuse juste devant l'hélicoptère,
Eric a donc manœuvré l'hélicoptère avec tous ses soldats à bord pour faire face à l'ennemi et donc ont permis à ces mitrailleuses à éliminer les dangers. Il a donc sauvé la vie de ses collègues, de ses compagnons. Ça aurait pu être un écrasement difficile. Après avoir donc atterri en toute sécurité avec tous les soldats sains et saufs, et exactement où il fallait atterrir, et c'était vital pour la réussite de la mission nocturne. Eric a dit à son copilote, qui était également blessé, mais pas aussi gravement blessé, pas aussi grièvement en douleur, de prendre les commandes, parce que je vais m'évanouir. Le succès de toute la mission et la vie de ses compagnons était vraiment ce qui lui a permis de tolérer cette douleur atroce et de continuer à atterrir l'hélicoptère en pleine nuit. Les gens savaient ce qui se passait. Les gens à l'arrière de l'hélicoptère ont vu le sang, n'est-ce pas, en plein couloir. Donc, le sous-officier Slover est encore en rétablissement de ses blessures graves, mais je suis ravi de dire qu'il est avec nous ce soir avec son épouse Amy. Eric et Amy, venez nous rendre visite. Donc, nous avons une surprise pour vous. En reconnaissance des gestes posés, au-delà des nécessités de la mission, j'aimerais demander au général Jonathan Braga de présenter à l'adjudant-chef Slover la décoration militaire la plus élevée, la médaille d'honneur du Congrès. Les Américains ont pu explorer tout le continent. On a pu vraiment traverser mer et monde. On a pu arriver jusqu'à la mer Pacifique, jusqu'à l'océan. On a pu connaître le Wild West. Il y avait ces grandes plaines, il y avait ces marécages. Et là, les plus grandes villes du monde sont nées. Et on a pu donc lancer les plus grandes industries. On a pu défaire les problèmes de l'histoire de l'humanité, tels que les tyrannies. On a pu défaire le communisme, le fascisme, le terrorisme. On a pu élever l'humanité vers les cieux sur ses ailes d'aluminium et d'acier. Et ensuite, on a lancé l'humanité vers les étoiles sur des fusées qui représentaient la volonté de faire des Américains. On a pu connecter le globe entier avec notre ingéniosité. On a captivé la planète avec la culture américaine. Et maintenant, nous sommes les pionniers dans cette prochaine percée américaine. Une percée qui va changer le monde entier. Tout cela, et combien davantage, c'est l'héritage incroyable de ces patriotes assidus qui ont bâti et défendu ce pays et qui portent toujours les espoirs et les libertés de toute l'humanité. Pendant des années, ils ont été oubliés, trahis et mis de côté. Mais cette grande trahison est finie. On ne les oubliera jamais à nouveau. Car quand le monde a besoin de courage, de vision, d'audace et d'inspiration, il se tourne vers l'Amérique.
Et quand Dieu a besoin d'une nation pour que les miracles puissent s'opérer, il sait exactement vers qui se tourner, à qui le demander. Il n'y a aucun défi qu'on ne peut pas relever. Il n'y a aucune frontière qui est trop grande pour qu'on puisse la conquérir, aucun rêve trop grand pour qu'on puisse le réaliser, aucun horizon trop distant pour qu'on puisse s'y rendre, car notre destin est écrit par la main de la Providence. Et on l'a vu dans les 250 premières années. Ce n'est qu'un début de ces villes frontalières du Texas jusqu'à ces villages du Michigan, de la Géorgie baignée dans le soleil jusqu'au Dakota et les montagnes d'au-delà, et les rues historiques de Philadelphie, jusqu'ici, dans la capitale nationale, à Washington, dans le district de Columbie. L'âge d'or de l'Amérique est parmi nous. La révolution qui a commencé en 1776 n'a pas terminé. Elle continue, n'est-ce pas? Parce que la flamme de la liberté, de l'indépendance, sont toujours dans le flambeau qui est dans le cœur de chaque patriote américain. Et leur avenir sera plus grand, plus radieux et plus glorieux qu'à tout moment de notre histoire. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. And welcome to Rob Schmidt tonight. Trump did have a plan last night during his marathon State of the Union address. Remind Americans before the midterms that your other choice is insane. Last night, Democrats refused to show support via applause for a long list of heroes, victims of their own absurd policies, and generally decent, universally supported ideas, including ending fraud, jailing criminals, lowering drug prices, and lower energy costs. They can't support any of those things. Democrats refuse to stand and support families devastated by illegal immigrant crimes. They refuse to stand for that little girl right there. They wouldn't cheer for a U.S. soldier seriously injured in the raid to capture a dictator in Venezuela. They wouldn't stand for two of the last remaining heroes of the Second World War. Recently, independent support for our president has been slipping. Nobody can deny that. Trump's plan last night was to ask those independents that are moving away, are you really going to vote for them? If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. As Ilhan and Rashida Tlaib yelled at him, how insane is a moment like that? But of course their loyalty doesn't lie with Americans. They were being honest. They couldn't stand and applaud for that because they don't feel that way. They don't align with you. They spent 4 years trying to replace you with millions of third world migrants. Independent voters who are irritated by Trump's erratic style and messaging, or those who wanted mass deportations but don't like all the drama and don't want to see it all, are the ones that are moving away, and those are the ones that got a wake-up call last night. Yeah, where are you moving to? Another enraging moment when Democrats sat on their hands during this moment. Last summer, 23-year-old Irina was riding home on the train when a deranged monster who had been arrested over a dozen times and was released through no cash bail stood up and viciously slashed a knife through her neck and body. She had escaped a brutal war only to be slain by a hardened criminal set free to kill in America, came in through open borders. Mrs. Zaretsky, tonight I promise you we will ensure justice for your magnificent daughter, Irina. How do you not stand? How do you not stand? How do you not stand for that? Really? They wouldn't stand for the sobbing mother of a young girl who was knifed to death on a busy train in the middle of the day in a city controlled by their pro-criminal ideology. I still can't believe that something like that happened with so many people around, but it did. And that's the reality of the place that it happened, Charlotte, North Carolina. Of course, these decisions
whether or not to stand in moments like this were all made prior to the speech. They thought it all out. Ukrainian girl brutally knifed to death on a train by a repeat offender that we refuse to jail. No, we're going to be ignoring that as a party. They couldn't stand for all of these things that I just listed for you, but their advisors did tell them you better stand for the hockey team. And we will say that most of them did. Ilhan Omar and Rashida Tlaib did not. And later, when chants of USA, USA began, one camera feed showed the party's Islamic wing seated comfortably and Palestinian Rashida Tlaib chanting KKK, KKK at the same time. Which kind of tracks for somebody who publicly hates the Jews so much, like Rashida Tlaib does. But think of how twisted that is, that we have a congresswoman who so egregiously hates our country that she chants KKK while we chant USA. That the enemy has so comfortably taken up power in this free country. Our freedom is our greatest vulnerability. Ilhan Omar and Rashida Tlaib are prime examples of the exploitation of that vulnerability. Trump hammered Ilhan Omar last night, and it was fun to watch. Hammering the billions stolen by her Somali countrymen that we've allowed to come into our country and exploit our good nature. The Somali pirates who ransacked Minnesota remind us that there are large parts of the world where bribery, corruption, and lawlessness are the norm, not the exception. Importing these cultures through unrestricted immigration and open borders brings those problems right here to the USA. And it is the American people who pay the price in higher medical bills, car insurance rates, rent, taxes, and perhaps most importantly, crime. We will take care of this problem. We're going to take care of this problem. We are not playing games. You could see Rashida there. You could see Ilhan. You could see the rage on Ilhan Omar's face as he was saying this. A woman who's known for years that all of her buddies were robbing us blind. Ilhan held an election victory party at a restaurant owned by one of the biggest thieves of all of our money. She knows exactly what's been going on. She loves it. And she's so furious that the jig is now up that she can barely contain her rage. The two of them screaming at the president as he spoke. Screaming. Trump made these two a big part of his speech, and that was the brilliance of last night. How many Americans identify with those two more so than they do with the President of the United States? It's a small group. It's a wild video to watch, isn't it? That was part of the brilliance of the speech, though. He brought him right into it. And as the president labeled the opposition insane, which is exactly what the opposition is today, he reminded Americans what he's working toward. Fixing the massive grift that has stolen our wealth. The real reason that Americans are struggling right now, the real reason everybody's talking about affordability, and Democrats are trying to latch on to that as a potential talking point. It's a disaster that they created themselves. For decades before I came along, we had the exact opposite. From trade to health care, from energy to immigration, everything was stolen and rigged in order to drain the wealth out of the productive, hardworking people who make our country great. The same people in this chamber who voted for those disasters suddenly use the word affordability, knowing full well that they caused and created the increased prices. They knew their statements were a dirty, rotten lie. Their policies created the high prices. Our policies are rapidly ending them. We are doing really well. I say it on the show all the time. They're trying to run on the disaster that they created. That is how awful that party is. And the plan is actually working. It's taking time. Inflation really is dropping and dropping quick. There's a big difference between 3% and 2%, big difference. And we're closing in on the Fed's target of 2%. Indications are we could hit it in the month of February. The target inflation rate. That would be a hell of an accomplishment after what we just went through. Think about how long it took Reagan to get those numbers down. Wages are now rising faster than inflation. That's a huge
benefit to the American people. That means the value of your paycheck is going up faster. The president is trying to fight through a vicious swamp to radically slash the size of the government. Joe Biden grew that D.C. tumor 25-30% larger in a matter of a year or two, using COVID as an excuse. And nobody wants to take it back down because everybody in Washington, no matter the party, loves a big, fat, wasteful government, except the guy that's sitting in the White House. They grew the government by 25-30%, and guess what? Americans end up facing a 22% inflation price hike over those years. That's not a coincidence. The bigger that government gets, the higher inflation goes, the less money you have, your quality of life goes down, your cost of living skyrockets. And last night, the Democrat Party showcased Abigail Spanberger as their new it girl and the voice of affordability, which was comical in the rebuttal. A new governor who's called for massive increases in all sorts of taxes to fund more government to help affordability in her state. Costs are too high. Since this president took office last year, his reckless trade policies have forced American families to pay more than $1,700 each in tariff costs. They're making your life harder. They're making your life more expensive. Democrats across the country are laser focused on affordability in our nation's capital and in state capitals and communities across America. Little CIA robot there thinks she's got a plan. The plan is to take more from her people in taxes and increase regulations dramatically and spend that money on more wasteful government programs. You know how those programs work? Look at Minnesota. That's how they work. And they're hoping that voters are dumb enough to think that their plan is not going to do exactly the opposite of what they say it will, which is, of course, what it's going to do. Yes, this is the Democrat Party. This is how absurd they have become.